Dimanche 13 juin, les amis, salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver en direct sur YouTube pour ce nouveau Point Média. J'espère que vous êtes en forme au cœur de ce week-end. On a beaucoup de choses une nouvelle fois aujourd'hui au programme avec du mercato et de l'euro bien évidemment. À la une, il y a une question. Carlo Ancelotti va-t-il garder Eden Hazard au Real Madrid? Il aurait un plan, élément de réponse dans cette édition. Les amis, on en parlera dans la page mercato, mais on va ouvrir la page euro parce qu'hier, on a vécu un effroi absolument incroyable. Regardez cette presse pour ceux qui auraient manqué cet événement. Ici à gauche, presse danoise, ici à droite, le quotidien L'Équipe, avec deux images symboles. Ici, du côté de la presse française, c'est Eriksen, le joueur de l'Inter Milan du Danemark, qui, écoutez bien, à 3 minutes du terme de la première période face à la Finlande, s'est écroulé. Attaque vraisemblablement, problème cardiaque, oui ou non, on n'a pas encore toutes ces explications, mais on a craint au pire. L'effroi s'est emparé de cette pelouse. On a pensé bien évidemment que Eriksen pouvait perdre la vie sur ce moment. Ça a été absolument incroyable. Regardez ce choix ici de cette deuxième photo. Presse danoise nationale qui accompagne la sélection avec tous les joueurs qui se sont mis en forme de rempart pour protéger, pour laisser le cordon sanitaire agir auprès de Eriksen et notamment le capitaine Kjær. On va y revenir. Vous voyez ces choix de photos à la une de la presse, ça a été un débat national et international également. Je vous montre par exemple la presse anglaise. Sachez que l'Angleterre joue aujourd'hui face à la Croatie. Eh bien l'Angleterre ne fait pas la une des journaux puisque c'est ce drame qui a été évité qui fait la une et on parle de miracle, vous le voyez, largement à la une de la presse anglaise et notamment le Daily Star qui a choisi à la une et en page sport cette photo. On ne voit pas Eriksen et on voit toute cette équipe du Danemark qui donc protège le corps du coéquipier et qui laisse le staff médical s'engager. Il y a pour autant un petit médaillon là pour montrer tout simplement que Eriksen était en vie. Il allait bien. C'était une photo également pour rassurer tout le monde. Bien évidemment, regardez cette photo. C'est une nouvelle fois un choix. Là, elle a été placée à la une du Sunday Mail ou encore du Sunday Mirror. Il y a eu vraiment un choix éditorial sur ces photos choisies, portées pour montrer qu'Eriksen était bien en vie. La presse également généraliste, regardez The Independent qui est ici, ou The Observer, avec l'ami Eriksen qui est sur ce brancard, qui rejoint l'intérieur de l'antre pour ensuite se diriger vers l'hôpital. Ça a été un choix éditorial, mais le point le plus important, bien évidemment, c'est que le joueur soit en vie. La presse espagnole également, regardez, avec AS et Marca, quelle peur, vaya susto, quelle peur à la une de AS, ou encore ici, ça y est, nous avons les premiers champions d'Europe, les médecins, los médicos. Le service médical a parfaitement fonctionné, à la fois dans la temporalité, très très rapide, et la méthode d'intervention pour très certainement sauver la vie d'Eriksen. Mais pas seulement, puisque l'un de ses coéquipiers a été vital dans cette opération, et on va y revenir. Regardez, la presse italienne. On va ouvrir cette presse internationale sur ce cas. Presse italienne, parce que je vous le rappelle, donc Eriksen joue à l'Inter Milan, et son capitaine joue à l'AC Milan. Les deux clubs ennemis, eh bien là, on était unis, bien évidemment, pour la vie. Regardez, il est là, Kjær, qui va se précipiter sur son compatriote qui est ici au sol. Le cordon va s'organiser autour. Les premiers gestes précieux de Kjær vont être opérés avant de voir le staff médical arriver pour prendre les choses en main. La grande peur, vous le voyez, c'était à la une du quotidien italien. On va ouvrir ces pages parce que la compagne d'Eriksen était présente dans les tribunes. Elle va se précipiter logiquement sur cette pelouse. Le service d'ordre va l'accompagner et c'est une nouvelle fois Kjær, qui est le copain de Eriksen, qui va l'accueillir, la réconforter et la stabiliser, bien entendu, dans ce moment où on a vraiment craint ce drame. Je voulais vous montrer également ce médaillon. Ici, pourquoi? Ça aussi, c'est très très important. C'est pour vous montrer la une de la Gazzetta dello Sport, donc avec une nouvelle fois ce choix de photo. C'était pour vous montrer la distance entre le stade sur lequel est intervenu le service sanitaire et puis, vous le voyez, la présence de l'hôpital qui est juste à côté. On était à Copenhague, vous le voyez, 765 mètres. Le temps d'arriver, bien entendu, mais il a pu tout de suite être pris en main par les médecins de l'hôpital. Voilà comment, très certainement, Eriksen a vu sa vie sauvée. Les messages, les témoignages ont été très nombreux, vous pouvez l'imaginer, sur l'ensemble des réseaux sociaux, avec notamment, regardez, Antonio Conte, son ancien coach à l'Inter, Lautaro Martinez, son coéquipier, lui qui est en train de jouer la Copa América, Cristiano Ronaldo de la Juventus
Juventus de Turin, Ashley Young, son coéquipier, ou encore l'actionnaire majoritaire, la famille Zhang, avec cette photo main dans la main. Le courage a été porté avec ces témoignages de la part de coéquipiers de grands noms du football. C'est un choix, hein, là uniquement, avec 4-5 déclarations. Le message le plus fort, peut-être, dans la continuité de ce drame qui a été évité, c'est juste après. Regardez, la Belgique jouait de son côté le match ultra important face à la Russie, et le coéquipier à l'Inter de Eriksen, c'est Lukaku. Lukaku a marqué le premier but pour la Belgique. Regardez, il s'est précipité sur la caméra. Regardez cette photo ici. Et le message a été lancé à Eriksen. Le message est ici. Eriksen, Chris, I love you. Chris, je t'aime. Il lui a porté la force avec ce message en se précipitant. Vous le voyez sur cette caméra. C'est un très beau message lancé par l'ami Lukaku. Bien entendu, on sera informé de l'état de santé d'Eriksen maintenant par la suite. Et ce soir, dans le mag à 23h, je vous donnerai des nouvelles très certainement qu'on espère les plus rassurantes possibles pour Eriksen. Le message principal, c'est qu'il est en vie. Voilà, ça, c'est une bonne chose. La Belgique, avec Lukaku, si on en revient au terrain, les transitions ne sont jamais faciles dans ces cas-là, mais il faut y revenir pour cet Euro. La Belgique, donc avec Lukaku qui s'est imposé face à la Russie 3-0, il n'y avait pas photo. Regardez la presse belge justement avec deux hommes. Lukaku, une nouvelle fois pour ce message, et ici avec Thomas Meunier. Thomas Meunier, l'ancien Parisien qui n'était pas titulaire dans ce match, et vous allez comprendre pourquoi il était sur cette pelouse et avec cette joie. Regardez, parce que l'ami Castagne, lui qui est normalement titulaire indiscutable maintenant à ce poste sur le flanc droit, a reçu un tampon énormissime au niveau de l'orbite oculaire. Son Euro est terminé, les amis. Regardez, son Euro est terminé pour Castagne. C'est Roberto Martinez qui l'a annoncé en conférence de presse. Il va être opéré. Pensez bien que Kevin De Bruyne a subi quasiment la même chose, souvenez-vous, avec la finale de la Ligue des Champions face à Chelsea. Il a été opéré, mais le delta temps lui a permis de revenir et d'être présent pour cet Euro. Là, ce ne sera pas le cas. Le temps que tout dégonfle tranquillement, qu'on puisse opérer, l'Euro pour Castagne est terminé. C'est une très mauvaise nouvelle pour la Belgique. Heureusement rassurante, c'est que Thomas Meunier a été très très bon dans ce match et a récupéré le flambeau, et il s'est montré buteur. C'est très intéressant. Les notes sont là, les notes des Diables, avec un 6.5, j'en prends quelques-uns pour Courtois, 7.5 pour Boyata, et j'y reviendrai. Lukaku, logiquement, a pris un 8.5, meilleur joueur de ce match, 8.5 pour Romelu Lukaku, alors que le coach Martinez a pris un 7, 7,5, vous le voyez, pour Thomas Meunier, ici l'ancien Parisien qui a donc très certainement gagné sa place, malheureusement avec le chaos de Castagne. Il est entré en jeu et il a marqué un but sur une passe de Romelu Lukaku, ultra important, Thomas Meunier, donc dans cet effectif aujourd'hui de la Belgique. Pour moi, les amis, je voulais rappeler, Belgique, très certainement l'un des favoris de ce tournoi. Aujourd'hui, match également ultra important donc pour les Anglais. Si la presse nationale ne mettait pas le match en avant, mais plutôt le drame évité autour de Eriksen, je vous ai quand même choisi quelques parutions pour vous montrer que c'est le grand jour pour Gareth Southgate et pour les Anglais. This is our time, c'est notre moment, c'est votre moment, les amis. C'est le message de Southgate pour toute sa troupe, avec, regardez ici, Kyle Walker, le latéral droit de cette formation, qui va affronter la Croatie. On a tous en tête la revanche pour les Anglais, parce qu'à la demi-finale de la dernière Coupe du Monde, la Croatie s'était imposée, souvenez-vous, dans l'ultime seconde, alors que les Anglais avaient mené 1-0 avec un but de Trippier. Perisic et Mandzukic, à la 109e minute, avaient vu ainsi la victoire de la Croatie et les rêves brisés pour l'Angleterre. Turbulence attendue, annoncée ainsi dans les colonnes de l'équipe. Pourquoi ? Parce que les Anglais jouent fair, entre guillemets. Ils vont jouer quasiment tous leurs matchs à domicile. Vous savez qu'on joue partout en Europe. Ils vont quasiment tout jouer à domicile. Est-ce que c'est une chance ou un inconvénient ? Parce qu'en cas de défaite, vous pouvez imaginer que ça sera très très dur de subir la critique, bien évidemment, de tous les tabloïds anglais. C'est un match ultra important pour le capitaine Harry Kane, qui était présent lors de la demi-finale en 2018, perdue face à la Croatie. C'est un été important pour lui, parce que vous le savez, il a annoncé à son club de Tottenham la volonté de partir, peut-être rester en Première Ligue, car Chelsea, Manchester United ou encore Manchester City sont très intéressés. Que va-t-il se passer ? Mais c'est une vitrine pour lui, pour se montrer et éventuellement quitter Tottenham et rejoindre l'une des formations fortes de la Première Ligue. Il y a pas mal de duels dans ce match face à la Croatie, et notamment un duel de gardiens. Ici à gauche, Jordan Pickford. Vous le savez que l'histoire des gardiens du côté de l'Angleterre, c'est pas forcément très bon depuis quelques années. Pression sur Pickford, le gardien de Everton, l'ancien gardien de Carlo Ancelotti. Et en face, il y a un petit jeune que vous connaissez
connaissez pas beaucoup, c'est lui, Dominik Livakovic, joueur du Dynamo Zagreb, mais il a un mentor, il a un gars qui le surveille de près, un peu comme du Thierry Henry du côté de la Belgique avec Lukaku. Lui, il est là. C'est Suba, Monsieur Subasic, l'ancien gardien de l'AS Monaco, l'ancien gardien de la Croatie qui, depuis la Coupe du Monde, a pris sa retraite, mais il coach le jeune Dominik Livakovic. Il le tient comme ça, serré, pour le garder à haut niveau pour cette compétition. On va voir si cela fonctionne. C'est un duel de gardiens dans ce match très attendu ce soir. J'en profite du coup, pour aller faire un petit coup avec les copains de NetBet. Regardez les compositions probables annoncées ce soir, c'est dans la Gazzetta dello Sport. Je vous montre ça rapidement. Il y a une incertitude du côté de la Croatie avec un ballottage ici qui serait favorable à Vlasic, derrière Petkovic ou alors Kovacic, le joueur de Chelsea, finaliste de la Ligue des Champions. Et côté Angleterre, on serait parti sur du Pickford, Mings, Stones, Walker, Chilwell, Mount, Phillips, Rice, Sterling, titulaire sur le flanc droit, Kane et Foden. Position de ballottage également du coup sur le flanc ici entre Walker et James. Qui jouera sur ce flanc? Composition d'équipe probable, je vous le rappelle. Les cotes avec NetBet, elles sont là les amis. Elles sont là. On est à 1,62 sur la victoire de l'Angleterre. On est à 4 sur le match nul et on est à 5,90 sur la Croatie. Génération un petit peu vieillissante. Moi, j'irai peut-être mettre mon petit caillou ici, sur l'Angleterre, à 1,62. Je vous rappelle, les amis, si vous n'êtes encore jamais venu sur la plateforme NetBet, c'est votre première fois, venez avec le code promo Ruiz Club, en toutes lettres, tout attaché. Vous venez sur NetBet, vous êtes majeur, bien évidemment. C'est votre premier pari. Avec ce code promo, 160 € offerts pour jouer pour la première fois. 150 € plus 10 de free bet. À vous de jouer, les amis. Moi, je pars sur l'Angleterre. Les autres matchs aujourd'hui, il y en a deux. Il y en a un à 18h avec l'Autriche face à la Macédoine. Dans les colonnes de l'équipe, Andreas Herzog, véritable légende du foot autrichien, nous parle des valeurs de cette équipe d'Autriche face à l'équipe de la Macédoine aujourd'hui, avec les différents hommes forts. Au-dessus du lot, il y a bien évidemment David Alaba, qui était, vous le savez, côté Bayern Munich et qui vient de signer en faveur du Real Madrid. 18h, Autriche-Macédoine. De l'autre côté, à 21h ce soir, ce sont les Pays-Bas face à l'Ukraine. L'Ukraine, la formation de Shevchenko, qui a été un véritable sergent, un commandant, un sergent-major. Car depuis le 15 mai, on nous dit qu'à Kharkiv, les joueurs d'Andrei Shevchenko ont enchaîné les camps d'entraînement. Physique à fond pour tenir dans cet Euro. Quelle sera l'issue de ce match? L'issue, coup d'envoi, 21h, Pays-Bas face à l'Ukraine pour les deux rendez-vous de la journée. On va prendre des nouvelles de nos Bleus, les amis. Comment vont les Bleus de Didier Deschamps? On est aujourd'hui sur des papiers sur la communion, l'union au sein de cette équipe de France. Regardez la double page dans les colonnes de l'équipe, sous la plume de Hugo Delhomme, Vincent Garcia et Damien Degore. Sur, vous savez, ces petits groupes qui se forment, c'est logique dans des groupes aussi larges. Largement renouvelés par rapport à 2018, l'équipe de France doit trouver de nouveaux équilibres dans le vestiaire. Voici quels sont les connexions dans ce groupe de 26. Là, vous voyez du Paul Pogba avec Kingsley Coman. Le Paul Pogba, c'est un aimant, Paul Pogba. C'est l'un des premiers groupes. On nous parle également de Griezmann, qui est un véritable animateur, agitateur, qui met l'ambiance dans ce groupe. Il est là, Antoine Griezmann. On nous parle de l'axe Mbappé-Benzema, à la force et à la pointe de l'attaque. Très bonne connexion entre les deux hommes. On nous parle de monsieur Presnel Kimpembe, l'ambianceur là aussi. C'est l'homme des relations publiques. Voilà comment on l'appelle dans les colonnes de l'équipe. On nous parle également des Munichois, tous ceux qui sont côté Bayern Munich. On pense à Hernandez, à Pavard et autres. Et puis les anciens qui portent un regard sur cette génération équipe de France. Voilà, c'est intéressant parce qu'on voit tous ces liens et on parle de cette communion. Certes, position de favori en tant que qualité physique et technique, mais également sur la qualité sociale du groupe France. D'ailleurs, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, j'adore toujours ces papiers. On nous montre qui mange avec qui. Regardez, à table avec les Bleus. Il y a 4 tables en tout, 4 grandes tables sur lesquelles sont dispatchés l'ensemble des Bleus. Je vous ai grossi ce petit schéma ici. Table 1, 2, 3, 4. Regardez la table 1. Varane, Lloris, Hernandez, Dubois, Pavard, Griezmann, Benzema, Giroud. Mbappé, il est là avec Paul Pogba, Dembélé, Thuram, l'anglais est digne. 4 tables, vous le voyez, là aussi pour assurer l'union au sein de l'équipe de France. J'aime toujours ces petits papiers qui donnent un peu l'intérieur de cette vie. Le premier match, c'est face à l'Allemagne.
Allemagne. Ce sera ce mardi. Rendez-vous à ne pas manquer. Viewing party, je vous le rappelle, avec nous et avec tous les copains de First Team. On nous parle de cette Allemagne avec un talent d'Achille. Le jeu de mots avec talon d'Achille. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que cette équipe d'Allemagne, qui a été longtemps réputée pour la profondeur de son vivier chez les jeunes, eh bien là, on s'inquiète désormais du manque d'aptitude des jeunes, manque de qualité sur la jeunesse allemande. D'ailleurs, la fédération s'est engagée dans une refonte de sa formation. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est Flick, l'actuel entraîneur, l'ancien entraîneur du Bayern, qui a quitté son poste, qui sera le nouveau et le successeur de Jogi Löw à la tête de la Nationalmannschaft au sortir de cet Euro. Il va être un porte-drapeau de cette formation du côté de l'Allemagne. Il y a peut-être deux symboles pour y croire, deux incarnants. C'est lui, Musiala, qui fait partie du groupe de Jogi Löw, ou encore lui, Wirtz, champion d'Europe à l'instant face au Portugal de l'Euro U21. Il aurait pu être appelé, on l'a gardé pour l'instant au chaud. On veut croire encore que l'Allemagne a de la jeunesse. C'est un gros travail fédéral avant ce match face à l'équipe de France. Les nouvelles de l'Italie maintenant, avec en toile de fond bien évidemment le très bon travail de Mancini. Pourquoi? Parce que je vous en ai déjà parlé là depuis 2-3 jours maintenant. Il est à la chasse au record. Il est le numéro 2. Numéro 2, pourquoi? 28 matchs sans défaite à la tête de la sélection italienne. 28 matchs, les amis, c'est énormissime. Le record, il est à 30. Il est détenu par Vittorio Pozzo, mais imaginez la date de ce record. On était dans les années 30, 1935-1939. Vous pouvez imaginer l'année et maintenant ce record et le relief de ce record de l'ami Roberto Mancini avec cette équipe italienne. Information autour de Marco Verratti, qui est toujours en convalescence. On ne va pas prendre de risque. On ne va pas prendre de risque autour de lui. Il est là, regardez, en train tout sourire de s'entraîner avec Vialli, le grand Vialli, qui fait partie du staff de Mancini. Pas de risque pour Verratti. On va voir comment ça va se passer. Il a le sourire. Il va bien, il devrait revenir d'ici peu avec les Italiens. Les forces de Mancini, quand on a vu de ce match face à la Turquie, c'est la force offensive, on va y revenir, mais également défensive. Également défensive avec Donnarumma, le peut-être futur gardien du Paris Saint-Germain, on va y revenir. L'autre arme, vous la voyez, Altra Alma, c'est le mur. Le mur avec les Bonucci, les Chiellini et les Donnarumma. Série d'invincibilité pour Donnarumma, 695 minutes, lui aussi est près d'un record. Juste devant lui, il y a Walter Zenga, vous vous en souvenez, avec 936 minutes. Et devant, le number one, c'est Dino Zoff, le king, avec plus de 1000 minutes d'invincibilité. Mais Donnarumma est là, ça c'est une arme du groupe italien, l'imperméabilité de cette défense. L'autre arme, on en a parlé, c'est l'attaque. C'est l'attaque, avec notamment ces deux hommes. Regardez, c'est signé avec Immobilier et Insigne, les frères en bleu. Leurs compagnes sont des amis également. Les fistons s'échangent des petits messages. Eux se connaissent depuis très longtemps. Pour preuve, regardez ce que je vous ai mis ici. Le maillot bleu et blanc. Vous le connaissez peut-être, les spécialistes de la Serie A. C'est le maillot de Pescara. Ils se connaissent depuis cette époque. Insigne, il est là, les amis. Et ça, c'est Ciro Immobile. Et qui a joué à Pescara avec eux? Eh bien, c'est le petit Verratti, bien évidemment. Là, il y a une union. Ça aussi, ça fait force du côté de l'Italie. On parlait de la solidarité française. Ça, c'est ultra important. Également, côté italien. Je vous donne encore deux petites infos côté euro. Ça, c'est intéressant. Vous le savez, il y a 12 sites sur lesquels se joue cet Euro 2020. C'est assez intéressant parce qu'on nous montre tout simplement qu'il y a les kilomètres parcourus par les différentes sélections. Sachez que par groupe, vous le savez, il y a 2 sites par groupe. Par exemple, je vous le rappelle, et pour l'équipe de France, le groupe F se joue à Munich et Budapest. Donc, il y a du mouvement entre ces différents sets. Pour preuve, c'est que l'équipe de France va parcourir en tout 6344 km dans cette première phase. Ça peut avoir une incidence sur le physique de l'équipe de France. On nous montre qu'il y a 10 000 km, c'est le maximum, c'est ce que va parcourir la Suisse, la sélection qui va le plus se déplacer durant la première phase. Et on nous parle également des 3580, c'est la distance la plus grande à parcourir au sein d'un même groupe. C'est entre Séville et Saint-Pétersbourg. C'est dans le groupe ici avec l'Espagne, la Suède, la Slovaquie et la Pologne. C'est assez intéressant, d'ailleurs je vous ai grossi tout ça. Regardez, voici les différents sites de cet Euro que vous connaissez. La distance la plus grande, 4240 km entre Glasgow ici et Bakou ici. Plus de 4000 km. Et regardez, je vous ai montré de nouveau ces différents groupes. Voici le record. Ceux qui vont parcourir donc le plus de kilomètres, le plus ce sera la Suisse, ensuite la Pologne avec Lewandowski et ensuite la Belgique avec le père De Bruyne. Intéressant de voir ça parce que ça peut
ça peut avoir une incidence, effectivement, sur l'état physique des différents joueurs durant cet Euro. On va passer maintenant au mercato, parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer. Je vous ai tout à l'heure parlé de Carlo Ancelotti. On ouvre d'abord avec la presse catalane, résonance bien évidemment de ce qui s'est passé autour de Eriksen. Le message mercato fort, il est ici. Ça y est, je vous l'ai annoncé depuis quelques jours avec l'ami Albert Masnou, la plume de Sport. Depay, c'est fait, ça va arriver, ça y est, ce sera officiel vraiment dans les prochaines heures. Il a donné son oui absolu pour rejoindre le FC Barcelone. Depay, voilà qui est fait. Le hockey est donné au Barça pour lui. C'est très intéressant après l'échec, vous le savez, de Wijnaldum. On voulait absolument prendre les deux néerlandais. Ça sera qu'un seul des deux. Ça sera l'ami Memphis Depay de l'Olympique Lyonnais. Sachez que son maillot, regardez, est déjà en vente. Son maillot est déjà en vente du côté de la boutique du Barça. Wijnaldum n'est pas venu. Il s'est exprimé sur le sujet en conférence de presse en marge de la sélection néerlandaise. Il le dit tout simplement, le Paris Saint-Germain a été plus rapide. Oui, je négocie avec le Barça, mais le Paris Saint-Germain a été plus rapide pour arracher Wijnaldum. Le Barça aura un œil, bien entendu, sur tout ce qui se passe durant cet Euro, sur ses valeurs fortes. Il a plusieurs joueurs engagés, mais également dans la Copa América. Et au cœur de ce marché des transferts, il va falloir, les coups de téléphone vont très certainement marcher, notamment 4 hommes importants. C'est un véritable poker. Lionel Messi, la prolongation de contrat n'est toujours pas actée avec l'Argentine pour la Copa América. Le Kun Agüero, nouveau joueur du Barça, qui était aux côtés de l'ami Lionel Messi. Araujo également, qui lui pourrait sortir avec l'Uruguay. Là aussi, on passe des coups de fil pour voir ce qui va se passer autour de lui. Et puis l'autre Brésilien, c'est Emerson, qui, vous le savez, est une clé importante pour la venue éventuelle de Lautaro Martinez, car l'Inter Milan serait intéressé par Emerson. Coup de téléphone autour de ces 4 bonhommes pour faire le marché Blaugrana dans les prochains jours. Voilà qui était intéressant à souligner. Dernière information autour du Barça, c'est dans les colonnes de Marca, on nous montre que Antoine Griezmann, qui pourrait être un homme bankable éventuellement côté Barça pour faire du cash lors de ces mercatos, on rappelle tout simplement qu'il est un intouchable de Didier Deschamps. 91 des 95 matchs joués, 91 des 95 matchs joués, c'est une pièce essentielle de l'échiquier de Didier Deschamps. Ça, c'est intéressant également. Regardez, c'était dans les colonnes de As. Il y a une réflexion sur le poste de gardien. Attention les amis, vous le savez, Ter Stegen, opération au niveau du genou. Si on sent que l'opération tarde dans la récupération ensuite, le Barça se pose des questions quant à aller chercher un nouveau gardien. Et je vous avais parlé là aussi de Donnarumma. Attention, peut-être une interférence pour le Paris Saint-Germain, mais on va en parler dans quelques instants. Mais on se pose des questions autour de Ter Stegen. Et enfin, Barça encore, avec, regardez, Junior Firpo, qui, vous le savez, intéresse grandement l'AC Milan pour travailler sur le poste avec le Français Théo Hernandez. Ça aussi, c'est intéressant pour le Barça, parce que c'est une valeur pécuniaire pour là aussi faire du cash. Junior, très certainement, direction Milan. Le marketplace de la Gazzetta dello Sport pour nous montrer quoi? Qu'on a mis en relief de nouveau les déclarations de Kylian Mbappé, vous le savez, qui s'interrogeait quant à savoir si Paris était le bon endroit pour continuer sa carrière aujourd'hui à son âge. Et du coup, c'est au centre de ce marketplace. Il y a d'autres noms là évoqués. Je vous les donne rapidement. Pau Torres, le défenseur international espagnol de Villarreal, qui pourrait intéresser Manchester City. L'ami Florian Neuhaus, qui est au Borussia Mönchengladbach, qui pourrait filer du côté de Liverpool. Luc de Jong de Séville, qui intéresserait le PSV Eindhoven. Memphis Depay, je viens de vous en parler. Et on nous parle également de Timo Werner, l'international allemand, qui pourrait intéresser le Real Madrid. Voilà ce qu'on nous dit dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Et en parlant du Real, eh bien regardez, on est encore sur Kylian Mbappé. Fort de ce que je viens de vous raconter avec la petite phrase lâchée en conférence de presse du coup. C'est l'offensive finale. Le Real, dans les colonnes de As, attendrait de voir Kylian Mbappé aller au bras de fer avec le Paris Saint-Germain au sortir de l'Euro pour éventuellement rejoindre dès maintenant le Real Madrid. On veut encore y croire. Côté madrilène, ça m'amène à vous parler de ça là donc, l'ami Eden Hazard, l'international belge qui a joué hier une vingtaine de minutes, intéressante d'ailleurs sur le toucher technique. Regardez cette phrase forte, je veux montrer que je suis fait pour le Real Madrid. Il ne veut pas sortir par la petite fenêtre, l'ami Eden Hazard. Voilà le papier des colonnes de Marca et le plan de Carlo Ancelotti. Veut-il garder, oui
ou non Eden Hazard? C'est la grande question. La réponse semble oui, les amis. La réponse semble oui. Eden Hazard devrait rester au Real Madrid. On nous dit que Carlo Ancelotti a un plan pour 2 hommes. Pour Vinicius, le Brésilien, on avait des doutes lui aussi sur le fait qu'il se maintienne et qu'il reste au Real Madrid, et Eden Hazard, vraisemblablement, selon le coach Carlo Ancelotti, qui attendrait une implication totale du Belge pour le voir récupérer son niveau et le garder au Real Madrid. Le ballottage est favorable, les amis, pour voir Hazard rester au Real Madrid pour les prochaines saisons. Je ne veux pas quitter le Real sur cette notion de fracasso, d'échec total. On file avec l'Atlético Madrid. Là aussi, on parle mercato. Tout d'abord avec la force de ceux qui sont aujourd'hui sous les couleurs rojiblanco. C'est Oblak, bien évidemment, qui est l'un des meilleurs gardiens de l'Europe. Et on nous parle d'un historique Oblak qui a été élu meilleur gardien du dernier championnat. Une nouvelle fois, c'est la 5e fois. C'est un record. Il égale 2 grands gardiens, Valdés et Ramallets. 5 titres de meilleur gardien du championnat. Il sera de nouveau là la saison prochaine pour porter l'Atlético Madrid. Kondogbia également, qui est en pleine forme. Il revient et lui aussi sera un élément important. Il avait eu du mal à s'intégrer dans le plan del Cholo Simeone. Là, il est en forme. Il sera dans les plans la saison prochaine. Sera-t-il, lui, oui ou non, dans les plans? L'ami De Paul, qui est aujourd'hui, vous le savez, du côté de Udinese en Serie A. Il intéresse de nombreux clubs et notamment, on a parlé de l'AC Milan, mais vraisemblablement, l'Atlético aurait les faveurs du joueur De Paul, loco pour l'Atlético. Il est fou de venir éventuellement jouer sous les ordres del Cholo Simeone. Le prochain transfert de l'Atlético est peut-être là, les amis. Lui devrait sortir, je vous l'avais annoncé, c'est Saúl. On avait parlé de Manchester United, également du Bayern Munich. Vraisemblablement, le Bayern se retire de la course, de la bataille pour Saúl. Affaire à suivre pour lui. Transfert toujours avec la Juventus de Turin. Maintenant, pour vous montrer 2 petites choses très sympas. Tout d'abord, Allegri qui a son plan de bataille sur 3 axes. La défense, logiquement, avec le père Chiellini qui finalement va prolonger et va rester la paire avec De Ligt. Voilà sa défense centrale. Il veut un key player au milieu. Vous le savez, c'est Locatelli, l'international italien qui prend la place pour l'instant de Marco Verratti avec succès. Très bon joueur. Et il veut un buteur en marge du départ, oui ou non, de Cristiano. Et là aussi, je vous l'avais déjà annoncé, c'est monsieur Gabriel Jesus qui est la cible. Défense, milieu, attaque, le plan de Max Allegri qui se fait, vous le savez, sans Paratici, l'ancien directeur sportif du club qui a quitté la Juve. On vous en a parlé hier soir dans le MAG pour rejoindre officiellement la formation de Tottenham pour peut-être accompagner le coach, ex-coach de l'AS Roma, Fonseca, pour être le coach de Tottenham. L'information en plus ici de la Juve, c'est Gigi Buffon, vous le savez, qui a dit adieu à la Juve après de si belles années. Et attention, il pourrait rebondir à Parme, les amis. Là où il a commencé sa carrière, regardez, Parme qui est en série B, et bien peut-être que Buffon pourrait aller faire une petite pige, comme ça, histoire de remercier son ancien club. Ça peut être très sympa. J'adore ces petites histoires qui font, comme d'habitude, la grande histoire du football. On parlait de Donnarumma à l'instant avec les gardiens. Eh bien, regardez, on nous dit dans les colonnes de l'équipe que Donnarumma est plus très loin du Paris Saint-Germain. Voilà qui semble être acté. On nous parle d'un transfert autour des 10-12 millions d'euros. Pas de transfert, pardon, parce qu'il est libre, mais de salaire. C'est ce que Mino Raiola, son agent, est en train de gérer avec le Paris Saint-Germain. Et il reste à déterminer, regardez, la hiérarchie avec Navas. Hiérarchie à déterminer autour de Donnarumma. Ça semble très très proche maintenant avec le Paris Saint-Germain. Et enfin, pour parler de l'Olympique de Marseille, je voulais vous montrer ça également. David Luiz, l'OM rêve de David Luiz, l'ancien du PSG. Aujourd'hui, vous le savez, à Arsenal, il n'est plus dans les plans. Il voudrait partir et vraisemblablement, il serait séduit par l'idée d'être sous les ordres de Sampaoli qui en aurait fait une priorité. Là aussi, ça se réchauffe peut-être. Donc David Luiz du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis pour ce point complet média. J'espère que cela vous a plu. J'ai encore une grande pensée bien évidemment pour Eriksen. Rendez-vous ce soir en direct ici même sur YouTube à 23h pour le MAG. Vous le savez, 23h, minuit, 1h avec tous nos correspondants européens pour faire le point débrief euro plus mercato. On va se régaler. Merci les amis une nouvelle fois de votre fidélité. Je remercie les 2 Alex en régie, Alexis et Alexandre, qui ont orchestré le tout ici juste pour vous. Passez une belle journée ensoleillée, profitez des vôtres les amis et à ce soir 23h.